Donc, Austin, je pense on peut commencer, si ça vous va. D'accord. OK. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de l'excellence francophone. Donc aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre quête de solutions innovantes. Merci pour votre fidélité et votre énergie. Voilà, préparez-vous à une session riche en enseignements. Donc, place aux annonces d'abord. Voilà, nous vous invitons à vous inscrire à la série des séminaires APNET qui se déroule chaque premier mardi de chaque mois à 15 heures temps universel. Donc, le prochain aura lieu le 15 mai, le 5 mai, pardon, le 5 mai à 15 heures sur le thème Impact rétrospectif et prospectif du SMC au Mozambique. Donc, nous avons le privilège d'avoir pour présentateur Sonia Enosé et Timoteo Sambo. Donc, nous vous invitons à scanner ce QR code pour vous inscrire. Bon, nous félicitons également une fois de plus Abnet Benin, le Bénin qui s'est joint tout récemment dans la communauté des chapitres locaux d'Abnet. Donc, avant le Bénin, nous avions Abnet Ouganda, le réseau de modélisation appliquée du paludisme en Zambie, Abnet Libéria, Abnet Cameroun, Abnet Tanzanie, Abnet Burkina Faso et plus récemment Abnet Bénin, qui est vraiment félicité. Nous vous invitons également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur WhatsApp en scannant respectivement ces QR codes. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, je vais maintenant passer le témoin à mon cher collègue, le docteur Mahaman Maïga. Le docteur Mahaman Maïga, je te laisse le privilège d'introduire notre imminent présentateur du jour, le docteur Bouvide Jean Gabadi. Vous avez la parole. Merci, docteur Austin, et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au séminaire mensuel de Amnet francophone. Aujourd'hui, nous allons accueillir Gouvernement Baguidi qui va nous entretenir sur l'évaluation de l'impact potentiel du vaccin RTSS sur la morbidité du paludisme au Bénin. Gouvidé Jean Baguidi est un chercheur interdisciplinaire spécialisé dans le changement climatique, la santé environnementale et l'épidémiologie des maladies infectieuses, avec un intérêt particulier pour le paludisme et les maladies à transmission vectorielle sensibles au climat. Il est actuellement chercheur en changement climatique et santé à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il a participé en 2024 au programme francophone de renforcement des capacités en modélisation du paludisme au niveau de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, au Sénégal, avant d'être recruté en 2025 comme formateur principal, contribuant à la formation des professionnels de santé en Afrique francophone. Gouvidé Jean est titulaire d'un doctorat en changement climatique et santé du WASCAL, réalisé en collaboration avec la Hamburg University of Applied Science. Bienvenue, Gouvidé Jean. Vous avez la parole pour votre conférence. Ok, bonjour Maïga, bonjour Austin, merci beaucoup pour cette opportunité donnée à nous de partager les résultats issus de notre étude de modélisation sur le vaccin RTSS. Sans plus tarder, permettez-moi de partager mon écran.
OK. Est-ce que vous voyez tout ça, mon écran? Oui, Oui, docteur Goumité. c'est visible. C'est en mode présentation, j'espère. Oui, OK. Je peux commencer, s'il vous plaît? oui, oui, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, c'est pour l'introduction. Alors, il faut dire que cette présentation se fera autour du thème évaluation de l'impact potentiel du vaccin RTSS sur la morbidité du paludisme au Bénin, une approche de modélisation mathématique. Pour cette présentation, nous allons le faire en deux parties. La première partie va se focaliser sur euh, le background, c'est-à-dire l'introduction, suivi de l'objectif de la zone d'étude et fini par la méthodologie utilisée. Et la deuxième euh, partie sera la présentation des résultats clés obtenus lors de cette étude, puis suivi de quelques recommandations. Alors, il faut dire que l'Afrique subsaharienne est la région la plus vulnérable en termes de transmission du palu. Et en 2024, selon le rapport de l'OMS, plus de 95% des cas, soit 282 millions, ont été détectés dans la région africaine. Au Bénin, le paludisme fait partie des premières causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et aussi, les femmes enceintes sont les plus vulnérables. Et selon le rapport de l'OMS, en 2023, plus de 5 120 000 cas de palu ont été détectés au Bénin seul, soit proche de la moitié de la population du Bénin. Puis, plus particulièrement, le département de Koufo a été enregistré comme le département le plus prévalent du paludisme selon les enquêtes, enquêtes démographiques sur la santé en 2018, où plus de 51% de cas ont été détectés lors de l'enquête de tests rapides. Pour cela, ça montre que le besoin de développer des stratégies est vraiment urgent, malgré que des interventions de routine telles que l'utilisation des moustiquaires, l'utilisation des insecticides, la gestion des cas est grave et aussi l'admission des médicaments à travers les campagnes de la chimioprévention sont utilisés. La transmission du palu reste toujours un problème de santé majeur au Bénin. Donc, c'est fort de cela que le Bénin n'a pas hésité à euh, recevoir les doses de vaccin RTSS pour pouvoir introduire ce vaccin au Bénin pour les enfants de 0 à 5 ans afin de booster plus la réduction et, si possible, l'élimination de la transmission du paludisme au Bénin. Il faut aussi noter que le vaccin RTSS a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays, particulièrement au Ghana, où ce vaccin a permis de protéger d'environ 2 millions d'enfants contre les formes graves du paludisme, ce qui est associé avec une réduction de l'ordre de 13% de la mortalité infantile. Alors, plusieurs euh, cadres mathématiques existent et sont souvent utilisés pour la modélisation et la prédiction de l'impact de plusieurs scénarios d'intervention.
sur la prévalence, l'incidence et la mortalité du paludisme. C'est, dans ce cas, eMode est un outil de modélisation puissant et flexible qui permet de prédire l'impact de la vaccination pour pouvoir améliorer la décision et la lutte contre le paludisme dans le département du Bénin, de Koufo et du Bénin. Donc, compte tenu de ces preuves par les travaux scientifiques réalisés par plusieurs auteurs, c'est cela, sans doute, qui nous pousse à évaluer l'impact potentiel de l'introduction du vaccin antipaludique RTSS sur la réduction de la morbidité palustre dans le département du Koufo en identifiant l'approche la plus efficiente. Pour parvenir, il faut dire que trois grandes étapes ont été suivies. Premièrement, nous avons calibré et validé le modèle eMode. Ensuite, nous avons prédit l'impact positif du vaccin sur la santé publique. Et enfin, nous avons formulé des recommandations pour la planification et la mise en œuvre optimale du programme de vaccination antipaludique au Bénin en s'appuyant sur les résultats de modélisation obtenus. Avant tout, il est indispensable de faire la lumière sur eMode. Alors, il faut dire que eMode est un modèle mathématique développé sur la base générique de modèles C, susceptibilité, exposition, infection, guérison et susceptibilité. Donc, ce modèle permet de simuler l'impact de plusieurs maladies, plus particulièrement la dengue et le paludisme. Alors, eMode, un modèle qui permet de prendre en compte plusieurs facteurs. Nous avons les données démographiques, nous avons les données de l'environnement, nous avons également les données sur les interventions de lutte contre ces maladies qui peuvent être utilisées et au besoin aussi, nous avons les données climatiques puis les données sur la migration qui pourront aussi être intégrés dans le modèle. Comme je l'ai dit, c'est un modèle qui permet de suivre de façon individuelle les individus assimilés dans le modèle. Donc, pour réaliser ce travail, il faut dire des données issues de plusieurs sources ont été utilisées. Alors, nous avons utilisé ici, il faut dire que dans le modèle, nous avons supposé une population de 1000 individus qui ont été supposés dans le modèle. Alors, les données sur la température, les précipitations, l'humidité relative et la température de la surface du sol ont été collectées de Copernicus RA5 et ces données sont utilisées pour le développement de notre modèle de base. Alors, les données sur les différentes interventions utilisées dans la zone d'étude, c'est-à-dire le département du Koufo, telles que le nombre de personnes dormant sous moustiquaires imprégnés, les femmes enceintes ayant subi des traitements préventifs intermittents, la proportion de la gestion des cas. Ces données ont été collectées via la base de données de l'enquête EDS 2012 et 2018 du Bénin, puis en plus de les données sur les données mises sur les indicateurs du PALU qui de l'année 2014 et 2021. Et aussi, nous avons les données collectées de 2010 à 2022 pour compléter ces données qui sont issues du projet Atlas. Alors, il faut dire que également, pour calibrer notre modèle de base, les données sur la prévalence de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans ont été collectées pour les années 2012 et 2018 et également les données sur la prévalence issues de l'enquête mise sur le paludisme des années 2014 et 2021 sont également collectées. Et
enfin, il faut dire le nombre de cas mensuels de paludisme de 2009 à 2021 sont reçus du programme national de lutte contre le paludisme du Bénin. Alors, la figure 3 présente euh, les données graphiques sur la couverture des différentes interventions du paludisme de 2010 à 2013. Alors, voici un peu les différentes interventions utilisées au Bénin, leur couverture sur la période de 2010 à 2023. Donc, il faut dire que concernant la gestion des cas, il y a un effort qui a été fait par le gouvernement et le programme. Et au niveau du nombre de personnes dormant sous moustiquaires, nous voyons qu'il y a une oscillation. Alors, il reste encore d'efforts à faire sur la sensibilisation des communautés afin que l'utilisation des moustiquaires soit vraiment effective. Aussi, il y a un effort consistant qui est fait au niveau des traitements préventifs intermittents. Alors, pour utiliser ce modèle, trois différentes étapes ont été suivies. Premièrement, nous avons développé notre modèle de base à travers les données sur la précipitation, température, l'abondance de vecteurs, l'humidité et la température du sol. Il faut dire que ce modèle nous a permis, de base nous a permis de capturer l'humidité de la population, c'est-à-dire l'humidité de la population sans les interventions sur une période de 50 ans, de 1960 à 2010. Ensuite, nous avons calibré notre modèle en utilisant les données de l'enquête démographique sur la santé 2011, 2012, 2018 et complété par aussi les données de MIS et aussi de l'incidence mensuelle du nombre de cas de palu de 2009 à 2021. Aussi, ici, après avoir calibré le modèle, nous avons essayé maintenant de capturer l'impact des différentes interventions telles que euh, la les traitements préventifs intermittents, l'impact de l'utilisation des moustiquaires imprégnés, la gestion des cas graves sur la période de 2010 à 2023. Et enfin, après avoir capturé l'impact maintenant des différentes interventions, connaissant leur impact, leur effet, nous pouvons maintenant évaluer l'impact différentiel du vaccin RTSS. Donc, pour cela, sur la période de 2024 à 2030, nous avons maintenant développé notre scénario pour le vaccin. Donc, voici un peu comment le modèle a été utilisé à travers le développement de modèles de base, la calibration, la capture des interventions et le développement des scénarios du vaccin. Alors, il est indispensable de mettre la lumière sur la calibration. Alors, la figure 2 présente ici le résultat graphique issu de notre calibration. Donc, vous pouvez voir les points noirs à notre gauche ici représentent la prévalence et on peut voir que nous avons notre courbe rouge fondue qui passe par la majorité des points de la prévalence. Ceci nous montre que le modèle est bien calibré et peut être utilisé pour évaluer l'impact du vaccin. Donc, il y a le nombre lavaire, quand le modèle est calibré, il y a le nombre lavaire, d'habitat lavaire qui est obtenu, qui est de 0,19. Donc, pour cela, ensuite, une fois le modèle calibré, nous avons maintenant déployé le vaccin antipaludique à travers vers le programme élargi de vaccination PEV en ciblant les enfants de moins de 5 ans. Puis, il faut dire que ce programme de vaccination sur le calendrier vaccinal reproduisant le système de vaccination de routine de PEV avec des doses administrées durant la petite enfance dans les structures de santé. Donc, l'administration se fait dans les structures de santé. Et alors, pour les différentes doses, il faut dire premièrement, nous avons notre schéma vaccinal qui se présente comme suit. Premièrement, on a administré les trois doses, les trois premières doses du vaccin. Et ces trois premières doses, l'administration se fait en trois étapes. Premièrement, il faut noter que l'enfant né commence par
recevoir le vaccin à partir de 150 jours après la naissance. Donc, nous avons administré la première dose aux enfants à 150 jours et la deuxième dose juste 30 jours après la réception de la première dose, donc à 180 jours, et la troisième dose 30 jours après la deuxième dose, donc à 210 jours après la naissance. Ensuite, après avoir administré les trois premières doses, nous avons maintenant fait ce que nous appelons les doses de rappel ou booster, qui sont administrées 11 mois après avoir reçu les trois doses. Nous avons le premier booster, donc à 18 mois de l'enfant, quand l'enfant a 18 mois, et le deuxième, notre deuxième booster, ou bien dose de rappel au 29e mois, c'est-à-dire 11 mois après avoir reçu la quatrième dose. Donc, aussi, c'est très important de notifier que pour développer notre scénario, nous avons utilisé les scénarios. Nous avons utilisé la couverture de vaccination de référence de bacilles de Calmette et Guérin, qui, dans le département de Koufo, qui est de 87,8%. Donc, nous nous sommes basés sur cette couverture pour pouvoir définir la couverture de notre scénario. Donc, voici comment les différents scénarios ont été formulés. Il faut dire que au total, nous avons 10 différents scénarios. Et notre scénario de base est constitué de 80% de moustiquaires imprégnés, 38% de la gestion des cas, 85% des traitements préventifs intermittents. Il faut notifier que ces proportions sont les proportions de l'année 2023, puisque c'est par là que commence notre scénario. Notre scénario, c'est-à-dire l'évaluation de l'impact du vaccin. Donc, ici, nous avons utilisé les proportions de l'année 2023 pour développer notre modèle de base. Alors, les scénarios du vaccin, nous avons le scénario 1, qui n'est rien d'autre que le scénario de base, qui est nommé scénario 0 ici, plus 70% des trois premières doses. Le scénario 2, qui est le scénario 0, plus 80% des trois doses. Et le scénario 3, qui n'est rien d'autre que le scénario 0, scénario de base, plus 90% des trois doses du vaccin. Et aussi, nous avons pensé aux doses de rappel. Alors, le scénario 4 est le scénario 0 plus 70% des trois premières doses plus un booster. Donc, ça fait plus 4 doses du vaccin. Le scénario 5, qui est le scénario 0 plus 80% de 4 doses du vaccin. Et le scénario 6, qui est le scénario 0 plus 90% de 4 doses du vaccin. Nous avons également le scénario 7, qui est le scénario 0 plus 70% de 5 doses de vaccin, le scénario 8 qui est le scénario 0 plus 80% de 5 doses de vaccin et le scénario 9 qui est le scénario 0 plus 90% de 5 doses de vaccin. Ensuite, après avoir développé les scénarios et exécuté notre modèle pour simuler l'impact des différentes interventions et du vaccin, nous avons alors procédé à l'analyse statistique des données. Donc, pour faciliter l'interprétation et des résultats obtenus, nous avons essayé d'agréger de façon annuelle la prévalence parasitaire, le nombre de cas simples et le nombre de cas graves en utilisant les formules suivantes où N est le nombre de réplicats, c'est-à-dire le nombre de simulations, et Y ici est l'année. Donc, pour le nombre de cas simples et de cas graves, nous avons fait la somme. Alors, pour la prévalence, nous avons fait la moyenne. Aussi, nous avons calculé également les pourcentages des cas, la valeur absolue et le pourcentage des cas évités. Donc, en utilisant les formules, nombre total de cas évités sur le nombre total de cas dans le modèle de base. Et voici les trois formules qui sont là. Ceci nous a permis d'évaluer l'impact du vaccin. Et enfin, nous avons des analyses
Crystal Wallis, Dunn et de Wilkinson qui sont utilisés pour évaluer les différences globales entre scénarios, identifier les différences significatives entre paires de scénarios, puis identifier les meilleurs scénarios. Donc, et ensuite, les résultats se présentent comme suit. Concernant l'impact ou bien l'impact ou l'effet des différentes interventions, ici, nous voyons que la figure 3 montre clairement que ici, la courbe en rouge est le nombre de vecteurs infectés sans intervention lorsqu'il n'y a pas du tout d'intervention dans le milieu. Et en bleu, nous avons le nombre de vecteurs avec intervention. Donc, nous pouvons ici dire que les interventions ont d'impact important sur la réduction du nombre de vecteurs infectés. Aussi, il en est de même pour le nombre d'individus infectés. On peut voir qu'il y a une différence entre une diminution notable entre le nombre d'individus infectés ayant reçu des interventions et le nombre d'individus sans intervention. Donc, nous voyons qu'il y a une nette différence. Aussi, le nombre de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas en est de même. Le nombre de nouveaux cas avec intervention est largement inférieur au nombre de nouveaux cas sans intervention. Ensuite, nous avons essayé de comparer de manière globale le nombre de cas et simple, le nombre de cas sévères et la prévalence parasitaire de façon globale au niveau des différents scénarios. Alors, le tableau suivant présente les tests de Krikal-Wallis pour les différences entre scénarios. Donc, ici, vous pouvez voir que ici, nous avons des p-values qui sont inférieurs à 0,05. Ça montre qu'il y a une différence significative entre les différents scénarios lorsque nous voyons la réduction de la prévalence parasitaire, le nombre de cas simples évités ou l'incidence et le nombre de cas sévères. Ceci montre qu'il est important alors d'évaluer les scénarios entre eux pour pouvoir voir s'il y a une différence significative entre ces scénarios construits. Alors, le tableau souvent présente la comparaison des résultats cliniques sur les différents scénarios à travers le test de Wilco et Son. Et ici, concernant la prévalence parasitaire, nous pouvons voir ici qu'au niveau de p-value inadjusted, nous pouvons voir que la valeur de p-value est 0,0, ce qui est bien inférieur à 0,05. Ça montre qu'il y a des différences significatives lorsque nous comparons les scénarios 2 à 2 entre eux. Ça veut dire qu'il y a des différences entre tous les scénarios. Et ici, quand nous prenons également le nombre de nouveaux cas, euh, éviter également, nous voyons également qu'il y a des différences significatives. Il en est de même pour le nombre des cas sévères. Alors, pour cela, nous avons essayé aussi de visualiser les tendances temporelles de chaque cas clinique. Donc, ici, vous avez la figure qui présente les tendances des cas cliniques. Ce qui est en rouge, la ligne en rouge, est le scénario de base. Et aussi, vous voyez les différents scénarios qui sont là, le 1, 2, 3. Et nous voyons ici qu'il y a une nette différence entre les scénarios. Ceci nous rassure des résultats issus eh, de notre simulation. Il en est de même pour les cas graves et également pour la prévalence parasitaire. Donc, pour cela, il est important alors de calculer le nombre de cas évités avec des intervalles de confiance pour chaque scénario, ce qui va nous permettre peut-être d'identifier le scénario ayant plus d'impact qui peut permettre d'éviter plus de cas dans le département de Koufo. Pour cela, le tableau 5 présente l'impact de la vaccination sur les indicateurs du palu. Donc ici, nous voyons ici que notre scénario 1 ici a permis d'éviter 428,9% de cas et de nombre de cas est simple avec un pourcentage de 6,31, aussi 10,6 nombre de cas et sévères avec un pourcentage de 13,85 et aussi pour la prévalence, nous avons 5,37% de prévalence parasitaire
évité pour le scénario 1, c'est-à-dire le scénario avec 70% de vaccins. Mais quand nous venons au niveau du scénario 9, le scénario avec 90% de vaccins plus 5 boosters, nous voyons que ce scénario a permis d'éviter 751 nombre de cas. La moyenne avec un pourcentage de 11,04% et 16,3% de cas sévères et 21, soit 21,45%. Et aussi, nous avons une réduction de 9,79% de la prévalence parasitaire. Aussi, quand nous regardons également le scénario 6, nous voyons également ici le nombre de cas. Donc, de façon générale, ce tableau nous permet d'avoir une idée claire sur l'impact du vaccin dans chaque scénario. Alors, mais ici, nous ne pouvons pas directement sélectionner ou identifier le scénario ayant plus d'impact. Donc, ensuite, nous avons essayé de visualiser le nombre de cas évités, le nombre de cas simples, le nombre de cas graves et le pourcentage de la prévalence parasitaire évitée sur la période 2024 à 2030. Donc ici, vous pouvez voir clairement de façon graphique l'impact de chaque scénario. Ici aussi, nous avons aussi visualisé le nombre de cas et le nombre de cas est évité pour chaque scénario sur la même période de 2023 à 2030 pour chaque année, c'est-à-dire de façon annuelle. Donc, voici un peu ce qui se présente. Alors, pour cela, nous avons maintenant cherché à identifier le scénario ayant plus d'impact. Alors, pour pouvoir parvenir à cela, nous avons utilisé le test d'ANOVA post-doc. Et il faut dire que ici, la méthode utilisée est très simple. Dans le tableau, vous voyez des lettres A, B, C, D, E, F. Il faut dire que des lettres différentes, des lettres différentes indiquent des différences statistiquement significatives. Donc, si entre deux modèles, vous avez des lettres différentes, ça montre qu'il y a des différences significatives entre ces deux scénarios. Mais lorsque nous avons les mêmes lettres au niveau du même scénario, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre ces deux scénarios. Donc, voici un peu l'hypothèse. Donc, ici, quand nous prenons le scénario 9, nous voyons ici que nous avons seulement nous avons la lettre A qui se répète, que ce soit au niveau des cas sévères, de la prévalence. Donc, ici, ce scénario, ça montre qu'il n'y a plus de lettre A au niveau des autres scénarios. Donc, ça montre que le scénario 9 a une différence significative en ce qui concerne son impact sur la réduction du nombre de cas simples, nombre de cas sévères et la prévalence parasitaire. En outre, lorsque nous comparons le scénario 8 et le scénario 6, nous voyons qu'il y a la lettre B qui se répète. Alors, ça montre qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'impact entre le scénario 8 et le scénario 9. Donc, au lieu d'utiliser le scénario 8, je pense que dans des conditions de ressources limitées, il sera préférable d'utiliser le scénario 6 qui nous évite de moins d'une dose de vaccin. Alors, aussi, lorsque nous comparons le Vous scénario voulez, il vous 5 reste et le 5 scénario minutes environ. OK. Et le scénario 7, nous voyons également qu'il n'y a pas de différence significative. Donc, voici un peu comment la comparaison a été faite. Alors, il en est de même au niveau des scénarios 2 et 3 et 4. Lorsque nous prenons ces trois scénarios, nous voyons qu'il y a la lettre E qui se répète et aussi la lettre D. Donc, ça montre qu'il n'y a pas de différence significative entre ces scénarios-là. En outre, aussi, le scénario 1 et le scénario 2 présentent la même chose. Donc, pour finir, ici, nous voyons que nous voyons clairement que les interventions de routine, telles que les traitements préventifs intermittents, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, la prise en charge efficace et la vaccination sont essentiels pour réduire le paludisme. Et ici, il faut noter que le vaccin
RTS complète efficacement les stratégies existantes, mais dans ce cas, on ne peut pas genre remplacer une intervention, mais plutôt vient pour booster l'impact, pour booster les stratégies d'élimination du vaccin. Et il faut dire, une couverture élevée et des doses de rappel sont importantes pour pouvoir avoir plus d'impact. Et ici, nous voyons le scénario 9 avec 90% de couverture plus 5 doses de vaccin, qui est le scénario le plus intensif avec meilleure réduction des cas, c'est-à-dire 11,04% de cas simples, 21,45% de cas sévères et 9,79% de la prévalence parasitaire. Alors, pour y parvenir à ce résultat, c'est grâce à une équipe dynamique que je tiens sincèrement à remercier pour leur esprit de partage et de transfert. Et nous profitons également de l'occasion pour remercier euh, Northwestern University à travers notre professeur Jarine Giraldin. C'est le moment aussi opportun pour nous de remercier l'Université Ibadet Thiam de Thiès à travers le chef département génie civil, prof. Mor Absa Loum, qui est aussi, nous remercions le programme de renforcement des capacités de modélisation mathématique appliquée au PALU. Alors, merci beaucoup, chers participants, pour votre aimable attention. Merci à vous, docteur Gouvidi Jean Baguidi. Là, ce fut une belle opportunité d'apprendre les résultats, les projections sur les résultats de l'introduction du vaccin RTS dans la lutte contre le paludisme. Donc, merci beaucoup. Ce fut une présentation très riche. J'espère que tout le monde a tiré le meilleur de cette présentation. Nous allons à présent ouvrir la session de questions-réponses. Tous ceux qui ont des questions peuvent soit lever la main, ensuite prendre la parole en activant le microphone et en posant directement votre question ou en postant directement la question dans le chat. Nous nous chargerons de relayer la question. Des questions? En attendant peut-être d'avoir des questions dans le chat, Docteur Baguidi, dans le modèle de base, par exemple, il y a une intervention qu'on n'a pas vue dans le modèle de base qui est la SMC. Et pourquoi vous avez fait fi de cette intervention? Oui, merci beaucoup, chers panélistes. Il faut dire que la SMC ne se fait pas dans toutes les zones. Puis ça se fait en fonction du climat et de la saison. Donc, il faut dire que au Bénin, c'est plus le nord, le département de la Liborie et de la Donga qui sont des zones prioritaires pour la stratégie de la SMC. Donc, dans la zone, le département de Koufo, ce n'est pas un département éligible pour la SMC. C'est pour cette raison que nous ne l'avons pas inclus dans le modèle de base. Nous avons voulu être en marge avec les réalités de la zone d'étude. Merci. Merci à vous. Jonas, vous avez la parole. Jonas Mbiko, vous pouvez activer votre Oui, micro. bonjour à tout le monde, bonjour à docteur pour sa présentation. Euh, Merci pour sa présentation. J'aimerais poser quelques questions concernant cette modélisation. Je pense que le vaccin de paludisme est un vaccin un peu récent et jusqu'alors, je ne me suis pas j'ai pas encore approfondi la thématique pour voir son efficacité après sa mise en œuvre. Alors, ma question était de savoir, est-ce que cette étude était juste une simulation, une modélisation,
ou bien cela est basé sur vraiment des données réelles où des gens ont été vaccinés et on les a suivis pendant un moment. Et ma deuxième question concerne euh, les scénarios qui a été les plus efficaces, les scénarios neufs. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'avec 5 doses de rappel pour un individu, est-ce que c'est facile de suivre ces gens pour essayer d'évaluer vraiment l'efficacité? Parce que j'avais vu la durée qui sépare les différentes doses. La durée entre la première dose, la deuxième, la troisième et les autres doses. C'est un peu ça mes questions pour avoir un éclaircissement. Merci beaucoup. Merci à vous, OK. Monsieur Ouais, je Baguedi. peux, s'il vous plaît? Oui, OK, merci beaucoup pour ces belles questions qui d'ailleurs va permettre d'améliorer la qualité de cette étude aussi, la perception des participants. Alors, il faut dire que notre collègue a demandé si l'évaluation de l'impact a été faite dans des conditions réelles. Bon, ici, nous pouvons dire que c'est des conditions, on ne peut pas dire réelles, mais un peu semi-réelles, parce que les données sur les interventions utilisées, c'est-à-dire la nombre de personnes dormant sous moustiquaires, l'utilisation pardon, les traitements préventifs, la gestion des cas, ces données, ce sont des données réelles qui sont issues des enquêtes. Alors, c'est des données réelles qui sont mises dans le modèle. Mais pour le vaccin, et comme nous l'avons dit, c'est des scénarios. Donc, nous nous sommes basés un peu sur la couverture de BCG dans le département de Koufo, qui est de 87%. Donc, nous nous sommes basés sur cette couverture ça, pour pouvoir genre, définir nos scénarios, pour se rapprocher de la réalité dans le milieu. Donc, voici un peu ça. Et aussi, cette étude aussi va constituer aussi une base pour le ministère de la Santé et le plan national de lutte contre le paludisme pour pouvoir peut-être évaluer l'impact après l'implémentation du vaccin dans les départements et dans les différentes zones. Yes, dans les différentes zones. Concernant le scénario 9, le collègue a parlé de sa faisabilité, ce qui d'ailleurs est très pertinent. Et il faut dire que, au fait, à travers les scénarios, quand nous parlons de booster, il faut noter que seulement 3 doses, les 3 premières doses de vaccin ne permettent pas de réduire n'ont pas assez d'impact en ce qui concerne le nombre de cas évités et aussi la réduction de la prévalence. Vous pouvez voir au niveau du tableau là que je suis en train de partager. Vous voyez, nous avons, par exemple, la prévalence, nous avons 5,37, alors que quand nous prenons les autres scénarios, nous voyons déjà que on a 9,79 pour le scénario 9. C'est vrai que pour suivre ces enfants, ça ne va pas causer trop de problèmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi l'option en perte de routine. Et ça veut dire que c'est quand les parents de ces enfants-là sont venus à l'hôpital pour peut-être les autres programmes de vaccination que les agents de centre de santé profitent maintenant pour les vacciner. Donc, et aussi, il faut notifier que en paramétrant notre modèle, nous avons, par exemple, pour le booster 1, la quatrième dose, pour chaque dose, nous avons supposé des réductions de 5%, des absences, voilà, de 5% de ces gens-là, ce qui va permettre de prendre en compte un peu les réalités du terrain. Merci beaucoup. merci, Monsieur Baguedi, pour les éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, en attendant, quelle est l'efficacité attendue du vaccin dans le contexte béninois comparé aux résultats des essais cliniques?
qui ont été menées ailleurs? Euh, Oh, oui, dans le contexte béninois, en réalité, nous ne pouvons pas dire qu'on attend une efficacité du vaccin. Et comme je l'ai dit dans la présentation, le vaccin, en réalité, c'est une intervention qui ne peut pas remplacer les autres interventions de routine, mais plutôt le vaccin va peut-être venir au secours pour renforcer l'impact des autres interventions. Donc, comme ce travail sera surtout un socle pour peut-être permettre et faciliter l'évaluation de l'impact du vaccin après avoir fini la campagne d'essai. Donc, c'est après avoir fini cette campagne maintenant et avec les données collectées au niveau des centres de santé dans les zones pilotes que nous pouvons vraiment définir l'efficacité du vaccin dans les conditions réelles. Voilà. Merci beaucoup. Emery, vous avez la parole pour votre question. Merci beaucoup pour cette présentation si intéressante. Est-ce qu'il y a eu de- des études préliminaires avant l'introduction du vaccin pour savoir sur les différents indicateurs paludiques et entomologiques dans les différents sites où on a déployé le vaccin? OK, merci beaucoup. Vous parlez d'une étude entomologique, c'est ça? C'est-à-dire le vecteur Oui, le plus dominant dans le milieu, c'est ça? oui, je parle de façon générale, les indicateurs entomologiques et parasitologiques des bases. Parce que avant l'introduction de vaccins, vous avez pu évaluer que dans ces zones-là, quelle était la transmission dans l'intensité. Et maintenant, après l'introduction du vaccin, au fait, pour moi, je voulais avoir un peu de précision si, bon, maintenant, là, à ce niveau ici, parfois, c'est difficile de tirer des conclusions, mais est-ce que ces données de base-là ont été faites? Et après l'introduction du vaccin, vous continuez quand même à faire ces évaluations-là. C'est un peu ça ma préoccupation. OK, merci beaucoup. Pour cette question, concernant les données de base, c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons défini au niveau de la définition des scénarios, nous avons clairement défini notre scénario de base. Et le scénario de base qui a permis de prendre en compte déjà les proportions des différentes interventions dans le milieu, dans le milieu réel. Et aussi, pour la calibration du modèle aussi, nous avons essayé de calibrer le modèle à travers la prévalence obtenue dans le milieu. Aussi, nous avons calibré aussi le nombre d'habitats. Genre, il y a aussi le nombre d'habitats lavé, c'est-à-dire c'est un composant, c'est un facteur qui permet de prendre en compte le développement lavé, c'est-à-dire le nombre de moustiques et autres là. Mais nous ne sommes pas trop intéressés à l'étude entomologique. Nous sommes plus focalisés sur le nombre de cas simples, cas sévères et aussi la prévalence parasitaire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Barry, vous avez la parole pour votre question. Monsieur Barry, on ne vous entend pas. On ne vous reçoit pas, Monsieur Barry. OK, en attendant que Monsieur Barry soit disponible, peut-être Monsieur Docteur Vous Baguidi, ne quel m'entendez toujours pas? indicateur? Oui, là c'est bon, on vous reçoit. Ok, merci pour la parole et merci Dr Jean Gobide Baguidi pour ses recherches et sa présentation.
Moi, ma question concerne les scénarios qu'il vient de présenter avec un certain nombre de... Mais, docteur Nancy, vous pouvez revenir sur le tableau de scénarios, ça va me permettre d'orienter ma question facilement. Le tableau, ou bien vous parlez de l'impact? Oui, là, vous avez tous les scénarios présentés. Ici? Voilà, ici maintenant. Maintenant, en faisant plusieurs simulations, sur quels critères on peut se baser pour choisir le meilleur scénario qu'il faudrait proposer et aux bailleurs et au programme de lutte contre le paludisme? Ok, merci beaucoup pour cette question. Oui, ici, quand vous regardez ce tableau, vous voyez que nous avons le scénario numéro un jusqu'à l'offre, n'est-ce pas? Oui, Et nous avons essayé de calculer le nombre de cas, la valeur absolue du nombre de cas et simple évité, cas sévères et la prévalence parasitaire avec des intervalles de confiance. Donc, ici, durant la présentation, il a dit que ce tableau, de façon générale, ne nous permet pas de dire que c'est tel scénario qui présente des différences significatives. Donc, c'est pour cela que nous avons utilisé ici le test d'ANOVA Postdoc qui nous permet de montrer des différences significatives. Et par exemple, quand je présentais ici, j'ai dit que quand nous prenons le scénario 9, nous voyons qu'à travers le test d'ANOVA, on voit que le scénario 9 présente uniquement la lettre A. Est-ce que vous voyez la lettre A? Nous avons oui. uniquement la lettre A au niveau du scénario 9. Ça montre que ce scénario-là, en termes d'impact, a une différence significative comparée aux autres scénarios. Mais quand nous venons au niveau du scénario 6 et du scénario 8, vous voyez, par exemple, au niveau de cas simple, nous avons la lettre BB qui se répète. Au niveau de cas sévère, nous avons la lettre A et la lettre BB qui se répètent. Au niveau de la prévalence parasitaire, nous avons la lettre B qui se répète aussi. Ça montre que, en réalité, en termes d'impact, il n'y a pas de différence significative lorsqu'on va utiliser le scénario 6 ou bien le scénario 8. Donc, moi, si moi, je suis peut-être si je dois décider, proposer peut-être au bailleur dans des conditions de ressources limitées, j'aurais préféré implémenter le scénario 6 à la place du scénario 8. Ou bien, si les ressources sont bien disponibles, nous pouvons directement utiliser le scénario 9. Merci. Merci pour les éléments de réponse. À bientôt. Merci. Merci, Monsieur Barry, pour la question, également Monsieur Barry pour les éléments de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question dans le chat. Je voudrais savoir si on peut prendre en compte la résistance observée chez le parasite et chez le vecteur dans la conception des scénarios. Question de Mahouton David. OK. Bon, il faut dire que cette question est la bienvenue et ça fait partie des limites du travail. Et il faut dire que pour prendre en compte la résistance des vecteurs, c'est une question très pertinente et aussi qui nécessite beaucoup d'attention parce il faut un facteur, il faut un coefficient qui sera attribué et étant donné que et il n'y a pas des études qui ont déjà déterminé ces facteurs-là. Il sera difficile. Et aussi, quand parlant de résistance, il faut aussi prendre en compte le phénomène de changement climatique, la variabilité climatique qui impacte aussi ces vecteurs-là et autres. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bagadi, pour les éléments de réponse. Merci à tous qui ont eu à poser des questions pour encore mieux appréhender le sujet. Nous allons restituer la parole à Célène pour clôturer la session. Célène. Merci beaucoup, Dr. Maïga. Je voulais juste remercier le présentateur, Dr. Gouvidé, les modérateurs, Dr. Maïga et Dr. Austin, et à tous les participants. On vous remercie beaucoup pour votre présence et on a hâte d'organiser le prochain séminaire mensuel de mai. Merci beaucoup à tout le monde et passez un très bon après-midi
Fin de soirée. Merci, au Merci. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, merci.